bonjour à toutes et tous, ou bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième édition de la journée Bois Énergie. Après celle de 2019, nous nous retrouvons dans des circonstances un peu particulières, comme vous pouvez le comprendre. Et nous sommes en studio aujourd'hui avec un certain nombre d'intervenants présents avec nous, d'autres à distance qui interviendront en visio. Je vous les présenterai dans un instant. Pour ce qui concerne la table ronde qui nous intéresse maintenant pour cette fin de matinée, toujours dans le cadre de notre question générale, peut-on changer d'échelle en matière de bois énergie ? Quel impact sur la ressource ? Alors en quoi le bois énergie peut-il contribuer à faire vivre et grandir la forêt ? En quoi le bois énergie est-il neutre en carbone ? Cela fait partie des questions auxquelles pourront répondre nos différents intervenants. Alors, concernant les émissions de carbone en particulier et de protection de la biodiversité, quelles sont les avancées en la matière qui pourraient nous permettre de changer d'échelle ? C'est ce que nous allons aborder en cette fin de matinée avec les experts et scientifiques qui vont prendre la parole dans un instant pour nous en dire plus sur ce sujet et tenter de répondre à ces questions. Mais pour commencer, et en guise de transition, si je puis dire, en tout cas d'introduction pour planter le décor de notre débat, c'est Michel Druil, président de France Bois Forêt, qui est avec nous pour nous faire part de quelques données en termes de récolte et de destination du bois en tant que matériau en général et en tant que ressource énergétique en particulier. Donc en quelque sorte pour effectivement dresser le tableau de nos discussions à venir. Je vous laisse, Michel Druil, nous en dire un peu plus. Comment se porte la forêt ? Voilà, pour peu que nous puissions faire ce bilan à l'heure qu'il est. Est-il encore pertinent de récolter du bois et du bois énergie, et quelle est la place de ce bois énergie dans notre filière forêt-bois. Je vous laisse nous faire ces précisions avant de revenir sur les différents intervenants qui s'exprimeront devant vous. Bonjour Monsieur Gâteau, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité d'abord, et ensuite effectivement je vais vous parler de la forêt, et vous verrez que je parlerai relativement peu du bois énergie, parce que c'est important, c'est de resituer un peu le contexte du bois énergie dans l'ensemble de la forêt. Et j'ai intitulé mon exposé « La forêt, un atout pour la neutralité carbone ». J'aurais pu dire « La filière forêt-bois, un atout pour la neutralité carbone ». Et donc, d'abord, très rapidement, je pense que c'est connu de tous, mais c'est bon de le rappeler, la forêt française, c'est 17 millions d'hectares, c'est 2,7 milliards de mètres cubes de bois sur pied, c'est une augmentation du stock en forêt en 35 ans de 50%. Et c'est normal puisque nous ne récoltons que 60% de la pousse biologique nette, ce qui fait qu'on stocke bon an mal an 26 millions de mètres cubes de bois en forêt tous les ans, et c'est 31% de la surface du territoire métropolitain, c'est-à-dire que cette surface est toujours en expansion. Mais la filière forêt-bois française, c'est aussi 26 milliards d'euros de valeur ajoutée, et c'est 392 000 emplois directs, accessoirement plus 20 000 en 2 ans. Alors, avant de vous parler de ce qu'est la forêt aujourd'hui, je voulais vous faire d'abord des constats. Est-ce que la filière bois joue un rôle dans l'atténuation du changement climatique ? Alors, des constats qui dérangent d'abord. Le premier, c'est qu'une forêt naturelle non exploitée, en libre évolution, est neutre en carbone dès qu'elle atteint son équilibre. Pour faire simple, la forêt amazonienne n'a jamais été le poumon de la planète, et la forêt amazonienne, étant en équilibre, séquestrait énorme et continue à séquestrer énormément de gaz carbonique, à part que comme elle est en équilibre, eh bien aujourd'hui, on va le voir plus tard, comme la mortalité est en train d'augmenter en forêt, la forêt amazonienne est devenue actuellement émettrice nette de CO2. Le deuxième constat que je peux faire, c'est que le stockage dans les produits est aussi neutre en carbone. Puisque un produit, que ce soit une maison, une palette, elle finira, après éventuellement plusieurs recyclages, elle finira sa vie souvent en bois énergie, merci le bois énergie, et potentiellement, pour une petite partie en décharge et de moins en moins en décharge. Mais ce qui est important, c'est que l'usage du bois permet la substitution de matériaux énergivores ou d'énergies fossiles. Et ces énergies fossiles restent alors dans le sol, et c'est elles qui sont, rappelons-le, le souci, la base de notre problème de réchauffement climatique. Et cette substitution est définitive. La vertu du matériau bois, c'est qu'il permet la substitution d'énergie fossile. Et c'est bien pour ça qu'il est bon.
Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que nous sommes actuellement, nous avons des ruptures d'équilibre. Ces ruptures d'équilibre, je viens d'en parler, c'est le changement climatique. Il accélère la mortalité des arbres, ça n'est pas vrai qu'en Amazonie, c'est vrai partout. Mais aujourd'hui, une étude récente de l'université de Leeds montre que elle a été publiée en 2020, montre que l'Amazonie est émettrice nette de carbone depuis 1995. Alors ça déplaît à plein de gens, mais c'est une réalité vraie et ça vient d'être repris actuellement par d'autres instituts de recherche. Évidemment, une autre rupture peut être la surexploitation forestière et il y a des solutions. Les solutions, c'est l'adaptation des forêts au changement climatique par la migration assistée et le renouvellement des essences, et évidemment la gestion durable des forêts, c'est-à-dire qu'on maintient au minimum le stock, voire on l'accroît. C'est ce que nous faisons actuellement. Ça veut dire que nous avons encore des réserves de stock que nous pouvons utiliser dans les matériaux bois, mais il ne faut pas aller au-delà de cette, il ne faut pas surconsommer le bois, puisque effectivement ça redevient nuisible, on va le voir. Et pour revenir sur l'Amazonie, qui est un cas particulier, qui est grave quand même pour la planète, c'est que cette perte de capacité de stocker du carbone, elle concerne bien la forêt dans sa globalité, et on peut ne pas tenir compte de la déforestation qui évidemment n'arrange rien. Mais c'est la forêt naturelle amazonienne qui pose des problèmes. Et donc, la séquestration du carbone et le stockage et la substitution, c'est la solution. Et pour ce qui est de la forêt française et donc de la filière forêt-bois, le bilan, c'est une source INRAE de 2017, montre que nous séquestrons du bois dans les arbres, dans le bois mort, dans les sols, pour 88 millions de tonnes de CO2 par an. Merci la synthèse chlorophyllienne, que nous stockons et substituons du carbone grâce aux produits bois. La substitution et le stockage, évidemment, sont les plus importants, 33 millions de tonnes de CO2, et la substitution énergie, 9 millions, ce qui fait qu'au total, la filière forêt-bois française compense 130 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, je voudrais juste revenir en arrière, parce qu'il me semble que j'ai raté... Il me semble qu'il y avait une diapo, effectivement, sur laquelle nous sommes passés peut-être un peu plus rapidement. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire cette histoire de la forêt française. C'est essayer de couper court un peu à un certain nombre de bêtises qui se disent actuellement sur la forêt. Et tout simplement, cette courbe est validée. L'épaisseur du trait, en particulier jaune et vert, montre qu'il y a des incertitudes, mais elles sont limitées. Et nous sommes remontés 15 000 ans en arrière, c'est-à-dire après l'ère glaciaire. L'ère glaciaire, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de bois sur la Terre, mais lorsque l'atmosphère s'est réchauffée, merci au gaz carbonique, on a de nouveau eu des arbres. Et on est monté en 6500 avant notre ère, on est monté à un stock qui est entre en surface de 45 à 50 millions d'hectares en France. Et on voit avec cette courbe que la forêt, avec quelques accidents, on ne va pas les expliquer, mais est descendue et progressivement jusqu'en 1850. Donc je dis bien que pendant 8000 ans, on a déforesté la forêt française. Et en 1850, on était à ce stock d'équilibre, ce stock bas en surface qui était de 8 500 000 hectares. Et accessoirement, on a noté sur cette diapo des événements importants comme l'invention de la gestion durable en 1346 par Brunoy, puis la création d'un certain nombre d'organismes de gestion de la forêt française. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, ce qui est étonnant aussi, et ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on voit que la baisse de la surface de la forêt française est strictement corrélée à l'augmentation de la population. Ça veut dire que la forêt et le bois ont donc toujours été utilisés pour d'abord se chauffer les aliments, évidemment pour construire, mais la population n'était pas
si importante. Donc les usages essentiels, c'était le chauffage et la cuisson des aliments. Et peut-être un peu de vapeur au 19e siècle aussi. Et alors, au 19e siècle, on a utilisé aussi le bois et on a accéléré la déforestation de la forêt française, effectivement, avec le démarrage de l'industrie. Sauf que au 19e siècle, on a inventé l'usage du charbon, du pétrole et du gaz. Et à partir de là, tout a changé. Et on avait des surfaces forestières très mal entretenues. En particulier, on peut citer le Morvan, on peut citer la Haute-Loire, c'est des massifs que je connais bien, la Haute-Loire, le plateau ardéchois, où effectivement on avait tout raclé et on a reconstruit. Et là, on a, à partir du 19e siècle, les premières réelles interventions de l'État, n'en déplaise à Colbert et à Brunoy que je viens de citer, mais c'est à partir de la fin du 19e siècle que l'État est intervenu pour reforester le pays. Et on a donc cette courbe qui remonte maintenant jusqu'à 17 millions d'hectares, très progressivement, avec une accélération après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'invention du FFN. Voilà. Cette courbe est très importante et vous voyez qu'il n'y a plus de corrélation entre la population et l'augmentation de la surface forestière, tout simplement parce que un des usages de la forêt, évidemment avec l'augmentation de la population, c'était la transition vers des terres agricoles et il se trouve qu'à partir du 19e siècle, on a une augmentation considérable des rendements agricoles, ce qui fait qu'on a moins besoin de surface pour se nourrir. Et donc, quand on ne cultive pas une terre, elle devient assez rapidement forêt. Voilà. Je reviens maintenant sur les... c'est la Zapette qui m'avait... Oui, qui vous avez joué un tour. Qui m'a joué un tour. Elle est particulièrement sensible. Donc, voilà le bilan de la filière. Alors, ces chiffres sont... ils étaient vrais en 2017, je pense qu'ils le sont encore aujourd'hui. Il peut y avoir des petites variations sur les coefficients de substitution, mais on est à peu près bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la forêt française n'est pas homogène dans l'atténuation du changement climatique. Une étude récente qu'on a menée avec... pas mal de scientifiques de la filière, dont l'INRAE, le FCBA, etc., montrent que 73% actuellement du bois d'œuvre, et qui permet donc cette substitution des matériaux et de l'énergie, récolté provient de 17% de la surface, et ça concerne 4 essences, le pin maritime, le douglas, le sapin épicéa, le peuplier. Grossièrement, c'est ce qu'on peut appeler la forêt de production en France. Mais si on y rajoute les chênes nobles, le hêtre, le pin sylvestre, le pin lariceau, le mélèze, le cèdre, et pratiquement tout, on monte à 97% du bois d'œuvre. Donc on a ce paradoxe en France, où comme je le disais tout à l'heure, on a 130 essences, mais en 10 essences, on a la quasi-totalité de la récolte de bois d'œuvre. Pardon. Et donc, ça n'est pas neutre non plus en termes d'équilibre et de carbone et de neutralité carbone, parce que le constat que l'on fait aussi, c'est que ces 4 essences très productives, cette fois-ci ramenées à l'hectare et par an, elles ont un bilan de carbone extrêmement élevé, qui est de 11 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an, soit le double de toutes les autres essences réunies. Donc ça veut dire en clair que quand on exploite de la forêt, eh bien certes, on séquestre un peu moins, puisqu'on a on a récolté du bois, mais par contre, grâce à la substitution matériaux et grâce à la substitution énergie, on a un effet qui est extrêmement positif. Et c'est en ce sens que la filière forêt-bois peut être considérée comme le principal puits de carbone français, et je devrais rajouter pratiquement planétaire. Et la filière forêt-bois joue ainsi un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique. Alors la forêt française n'est pas homogène pour l'atténuation du changement climatique, comme vient de le démontrer. Alors je dis, est-ce que c'est un problème ? La réponse est évidemment non. C'est plutôt une chance, tout simplement parce que la forêt est très diverse, elle est biodiverse, elle modèle les paysages, elle stabilise les sols, elle filtre l'eau, elle accueille le public. Quand elle est bien entretenue, elle permet de lutter contre les incendies, elle abrite la faune et la flore, elle n'a que des avantages, y compris lorsqu'elle n'est pas exploitée en bois d'œuvre. La forêt française est donc son avenir. Alors le constat, on l'a vu tout à l'heure, c'est que la forêt française est aussi touchée par le changement climatique et les ruptures
d'équilibre sont de plus en plus probables. Alors on en constate certaines, en particulier sur des essences qui sont moins bien adaptées aujourd'hui, mais on est peut-être au début. Alors les actions, je dirais que plus que jamais, elle a besoin de l'homme pour s'adapter, et on ne pourra l'adapter que si on met en œuvre à la fois la migration assistée, quand c'est possible, parce que la migration assistée, la migration naturelle aujourd'hui est beaucoup trop lente, et éventuellement le renouvellement des essences. Qu'on se comprenne bien, je m'exprime au nom de plus profanes d'entre nous. La migration naturelle, c'est l'adaptation des forêts et des essences qui, par exemple, remontent vers le nord ou descendent vers le sud. Et c'est ça que vous considérez comme trop lent et qui mérite assistance. C'est exactement ça, M. Catteau. C'est que le climat a toujours évolué sur la planète. Aujourd'hui, le climat évolue plus vite que la moyenne qu'on a connue, c'est une évidence. Et donc, certaines essences ont migré vers le nord parce qu'il faisait un peu plus sec, un peu plus chaud. Et aujourd'hui, cette migration naturelle, elle est beaucoup trop lente pour nous aider à résoudre le problème. Et ce que j'affirme, c'est que si on ne fait rien en forêt et si on ne change rien, c'est un crime pour la forêt française, pour sa filière. Mais ça, c'est pas trop grave, mais c'est un crime aussi pour la planète. Donc, quels sont les outils qui sont à notre disposition ? Eh bien là, je n'ai pas été surpris, mais j'ai quand même été un peu bluffé par la somme de connaissances accumulées par les forestiers et les centres de recherche. Je cite là les principaux qui travaillent sur le sujet, le FCBA, l'INRAE, l'ONF et l'IDF. Et aujourd'hui, nous savons qu'il existe des essences adaptées, qu'elles soient autochtones ou exotiques. Et donc, nous avons travaillé l'année dernière à l'établissement de la feuille de route pour l'adaptation du changement climatique qui trace justement cette route sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Et là, il y a un certain nombre de principes qui, s'ils sont effectivement suivis, respectés, on aura effectivement des améliorations notables. Et les moyens, eh bien, il faut être modeste en forêt, c'est l'expérimentation éclairée et son corollaire, le droit à l'échec. On ne réussira pas tout, mais si on ne tente rien, on échouera partout. Et évidemment, on a des outils financiers. Le plan de relance, c'est 150 millions pour les 2 ans à venir. Et ce n'est pas un scoop, parce que je ne peux pas vous l'annoncer officiellement, et ce n'est pas encore fait, mais nous travaillons à la mise en place d'un fonds d'investissement dédié de 200 millions d'euros par an sur les 10 à 30 prochaines années. Et donc maintenant, quelques mots sur l'avenir de la forêt. Le constat, tous les pays du monde, l'Europe et bien sûr la France prennent enfin conscience que la forêt et les usages du bois sont indispensables pour réduire le CO2 atmosphérique. Les actes, la France en a pris plusieurs. La traduction d'objectifs ambitieux mais réalistes grâce au bois dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et évidemment la réglementation environnementale 2020 qui sanctuarise l'usage des matériaux biosourcés dans la construction. Je ne m'étendrai pas dessus, mais c'est une véritable révolution pour la France et pour la filière forêt-bois. Et justement, pour finir, le bois énergie, le constat, vous le savez tous, vous l'avez déjà entendu ce matin, vous l'entendrez tout au long de la journée, il substitue les énergies fossiles. Seuls quelques illuminés osent dire qu'ils préfèrent brûler du charbon. Ça, je leur laisse cette affirmation. Il est renouvelable. Il est le complément indispensable au renouvellement des forêts, car il assure un débouché idéal pour les arbres de moindre valeur. Il intervient en fin de vie des matériaux lorsqu'après plusieurs recyclages, il y a des produits qui sont brûlés, effectivement, mais après avoir connu 3, 4 ou 5 vies. Et ma conclusion, c'est comme depuis l'origine du feu sur la Terre, son rôle n'aura pas de fin. Merci pour ce décor, comme je le disais, Michel Druil, que vous nous avez dressé. Merci pour ces précisions. Nous avons bien compris votre enthousiasme, et vous n'êtes pas président de France Bois Forêt pour rien, et votre intérêt pour le bois énergie à travers les différents arguments que vous nous avez d'ores et déjà proposés. Mais je vous propose d'en discuter plus largement, si vous le voulez bien, avec nos invités, que je vais vous présenter sans ordre de préséance particulier. Nous avons avec nous 3 témoins, 3 participantes en l'occurrence, qui sont avec nous à distance et qui nous rejoignent en visio, à savoir Madame Sarah Khatib, qui est chargée de mission réseau forêt chez France Nature Environnement, Émilie Machefaut, qui est responsable du service forêt, alimentation et bioéconomie à l'ADEME,
Madame Nathalie Korboulewski, qui est directrice scientifique environnement à l'INRAE, que vous avez cité parmi les organismes de recherche en avance sur notre sujet. Et enfin, parmi nous, Éric Boitin, qui est expert forestier français, qui représentera sa profession lors de nos échanges tout à l'heure. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, et en complément de l'état des lieux que vous venez de nous proposer, Monsieur Druil, une première question pour Madame Korboulewski. Je vais passer tout de suite la parole à la recherche, qui a été largement citée, pour nous faire part de sa propre vision quant à l'état des lieux de la forêt en général, mais de la biodiversité et de la situation quant au carbone en forêt, aujourd'hui, selon vos observations et vos recherches. Et plus précisément, Madame Korboulewski, quel est l'impact du développement du bois-énergie, si vous voulez dorénavant et d'ores et déjà en parler, d'un point de vue biodiversité et carbone. Je vous laisse compléter ce tableau que nous a dressé France Bois Forêt. Bonjour. Il a été effectivement, la forêt était très importante pour la biodiversité et le stock de carbone, donc je confirme cet élément. La biodiversité forestière est très riche, elle comporte un grand nombre de taxons, de groupes d'organismes végétaux et animaux. Et on a plutôt de la chance, elle se porte plutôt mieux que les indicateurs globaux, en tout cas, par exemple, comme les indicateurs de biodiversité en zone agricole. Cela dit, elle subit, comme la biodiversité des autres écosystèmes, une certaine érosion, donc une diminution de la richesse en espèces dans les écosystèmes forestiers. Mais tous les groupes ne sont pas à la même enseigne, ils ne sont pas tous affectés de la même façon, et certains beaucoup plus que d'autres. On peut citer parmi les plus impactés le groupe des oiseaux, qui ont une perte de 25, qui ont une perte de richesse spécifique, et aujourd'hui, on peut compter que 25% des espèces d'oiseaux forestiers sont menacées, sont sur les listes plus ou moins rouges ou d'autres listes, en tout cas de menacés, dans la liste menacée des animaux en forêt. Donc elle va pas trop mal, mais il faut rester vigilant. En ce qui concerne le stock de carbone, il a été dit, et j'y souscris, que les écosystèmes forestiers sont le principal puits de carbone terrestre. De tous les écosystèmes terrestres, c'est le principal puits. Donc, c'est très important d'être vigilant à le conserver, à continuer à capitaliser là-dessus. Et ce stock se divise en plusieurs endroits. Il y a ce stock de carbone et en partie dans la biomasse vivante. Alors, les arbres, évidemment, mais les végétaux, le sous-bois également. La biomasse morte, tous les déchets, les débris, les rondins qui sont laissés sur place, la litière, la matière organique du sol. Et ce stock dans le sol est très important. En stock même, il domine l'ensemble de l'écosystème terrestre. Il est supérieur au stock dans les arbres, dans la biomasse vivante. Mais si on parle de flux et de capacité de séquestration... Aïe. Alors, je ne sais pas si la régie entend la même chose que nous, c'est-à-dire que nous avons perdu votre audio, nous avons perdu le son, Mme Korboulewski. Voilà, ça y est, on vous entend de nouveau. Ça devrait être revenu. Voilà. Voilà. Je disais que donc, la séquestration annuelle est plutôt liée à la croissance des arbres. Et on a assez peu de recul sur autant on a assez peu de recul sur le stock dans le sol sur les derniers siècles, autant en ce qui concerne la biomasse et la croissance des arbres, on a une meilleure idée. Et là aussi, le bilan est plutôt positif, puisque ce stock de carbone dans la biomasse aérienne a augmenté. Et en grande partie, c'est dû à la surface boisée qui a augmenté comme nous l'avons dit. Alors, vous aviez une autre question sur l'effet des coupes de bois énergie sur ces deux éléments, la biodiversité et le carbone. Alors là, la réponse est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. D'abord, il faut dire que à l'échelle nationale, pour réaliser les objectifs édités, c'est théoriquement possible. On pourrait répondre entièrement à cette demande, mais il faut vraiment veiller et être conscient qu'il y a une disparité régionale extrêmement importante. Alors cette disparité, elle est due à plusieurs choses.
en premier lieu que la couverture forestière, elle est complètement hétérogène sur le territoire. Donc il y a des régions où il y a moins de 10% de surface forestière et d'autres presque 70%. Donc forcément, la ressource disponible localement est très disparate. Les peuplements sont très différents en termes de management, en termes de sylviculture, en termes d'essence. Les types de sols sont tout autant différents. Il y a des sols qui sont plutôt pauvres et très sensibles aux exportations de biomasse. Et sur ce type de sol, quel que soit le peuplement, il va falloir être très vigilant et même parfois ne pas faire de coupe bois-énergie, de ne pas prélever la partie du houppier ou les résidus de récolte, ou qu'on appelle aussi les rémanents, et au contraire les laisser au sol pour qu'ils, en se décomposant, réenrichissent ce sol en nutriments, en matière organique et continuent à préserver la qualité du sol, la vie du sol et la richesse en nutriments de ce sol. Donc, dans certains sites, dans certaines régions, il est possible de faire des récoltes bois-énergie, dans d'autres, beaucoup plus difficilement. Il existe également une multitude de types de coupes et de périodes de coupe dans la vie du peuplement. C'est pas pareil de couper lors d'une éclaircie des petites tiges que de couper du sous-bois lors des coupes de relevés de couverts, lors des coupes pour régénérer le peuplement. Le volume exporté pour le bois-énergie n'est pas le même. Donc il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte localement et donc en fait au cas par cas pour étudier la faisabilité d'une récolte bois-énergie, des coupes bois-énergie et de l'impact que ça a sur l'écosystème forestier. Ensuite, au-delà de cet aspect de la dimension spatiale, il y a aussi une dimension temporelle à avoir. L'écosystème forestier n'est pas une culture sur une année ou 2 ans, elle est une culture sur une révolution de souvent plus de 100 ans, et donc l'échelle temporelle est particulièrement importante. Alors, une première chose, c'est quand on coupe, il va falloir voir déjà ce qu'on fait du bois. Si on le stocke dans des produits longévifs comme les poutres, le stockage est beaucoup plus lent que effectivement quand on le brûle pour du bois-énergie, même malgré l'effet de substitution. Il faut voir aussi ce qu'on fait du peuplement boisé qui était à l'origine. Est-ce qu'on le replante? Est-ce qu'on le laisse réensemencer? Ou est-ce qu'il est transformé? Il est important, on l'a dit aussi, de maintenir une couverture boisée à la suite d'une coupe pour préserver à la stock dans le sol et le stock aérien. Alors Madame Korboulevski, si vous le permettez, pardonnez-moi, ce n'est pas pour vous interrompre, mais effectivement, vous nous posez des questions, vous nous laissez des questions en suspens quant à des questions de prospective en quelque sorte, sur lesquelles je vous proposerai de revenir ultérieurement, puisque je vais aussi proposer aux autres intervenants de s'exprimer sur leur propre vision de la forêt. En tout cas, ce que je voudrais retenir à ce stade et que nous avons bien compris, me semble-t-il, en tant que message principal de votre part, c'est-à-dire que le potentiel pour le bois-énergie existe au niveau national, la forêt globalement le permet. Pour vous, c'est feu vert, la possibilité d'atteindre les ambitions qui sont exprimées ici et là. Mais vous nous dites, premier point de vigilance, attention, au niveau local, chaque situation est particulière, si je vous ai bien comprise. Voilà, les chiffres sont plutôt positifs, mais localement, il y a des disparités qui font que ce ne sera pas atteignable dans toutes les régions de la même façon. Je vous donne un exemple simple. Il n'est pas question, par exemple, d'installer une grosse centrale à biomasse à une région peu boisée et d'importer du bois de l'Amazonie ou de Pologne, des forêts vierges. Ce serait contre-productif par rapport aux objectifs atteignables. Donc, il est important raisonner à la fois localement et l'échelle plus globale aussi. Un espace de temps et d'espace pour avoir une réelle durabilité de pratique. Merci pour cet exemple, merci pour cette précision. Madame Korboulevski, vous pourrez réintervenir bien évidemment, mais je vous propose de découvrir à travers leurs premières interventions nos prochains invités. Monsieur Boitin, qui est à mes côtés, vous représentez donc votre profession en général des experts forestiers français. Vous avez un certain nombre, sauf votre respect, d'années d'expérience déjà en la matière. Que pouvez-vous nous dire avec vos collègues quant à l'évolution de la forêt et des conséquences du développement du bois-énergie ces dernières décennies, on va dire. Sachant que le bois-énergie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a toujours existé, ce que disaient nos politiques également. Certes, la forme dans laquelle on l'emploie aujourd'hui a considérablement évolué.
C'est ça, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci à vous de l'invitation. Merci, je remercie le CIB de nous laisser la parole dans cette table ronde. Merci Monsieur Druil aussi pour sa présentation très éclairante et qui permet de bien poser le contexte. Et du coup, ça nous permet de faire la transition sur effectivement l'histoire de la forêt est corrélée à ses usages du bois. Et le bois énergie, depuis toujours, nous a permis, nous, forestiers, de façonner l'espace forestier. C'est un débouché qui est indispensable dans les productions et qui nous permet, comme on l'a vu, de valoriser les sous-produits en fait, de notre forêt, car aujourd'hui, la production cible qu'on a, c'est le bois d'œuvre, qui permet une substitution du matériau et permet une bonne valorisation de la matière première. Et le bois énergie est un sous-produit en fait, de cette production-là. Il nous permet, à la fois dans les premières phases des peuplements où les diamètres sont assez faibles, d'avoir une bonne valorisation des bois permettant justement de produire plus de bois d'œuvre sur du long terme. Il nous permet également vraiment de pouvoir rentrer dans des peuplements où les surfaces sont assez faibles, parce qu'on a parlé aussi de la structure de la propriété. Quand nous, en tant qu'experts, on s'occupe des propriétés privées grandes et petites, et c'est vrai que dans les petites propriétés privées qui sont légion aujourd'hui sur notre pays, le fait d'avoir un débouché bois énergie qui mobilise un volume conséquent sur des faibles surfaces, ça nous permet aussi de rentabiliser certaines opérations forestières et de permettre de mettre en production la totalité de notre surface, parce que comme l'a rappelé M. Druil, la forêt c'est beaucoup accru en termes de surface, et il est important que l'ensemble du territoire forestier français puisse participer, j'ai envie de dire, à cet effort de mobilisation de la matière dont on a besoin. Et le débouché bois énergie nous permet d'offrir une mobilisation possible sur ces surfaces-là. De plus, ça nous permet, nous, forestiers, comme l'a dit la personne, l'intervenant juste avant, là, sur la Madame partie... Corboulewski. Voilà, Madame Corboulewski, sur la partie disparité du territoire. L'avantage aussi du débouché local de bois énergie, c'est que justement, il est local et qu'il nous permet de valoriser l'ensemble des forêts du territoire et d'adapter le développement des réseaux de chaleur par rapport aux forêts. Ça nous permet de créer de l'emploi en région, ça nous permet de valoriser ces forêts-là de manière un peu plus facile et donc, globalement, d'entretenir aussi le paysage. Alors, on comprend bien la complémentarité sur le plan technique que vous voyez au bois énergie par rapport aux autres usages. Je me permets de revenir sur la remarque de Mme Corboulewski qui a attiré notre attention sur un premier point de vigilance et qui évoquait notamment le bois résiduel en forêt qui est nécessaire à la bonne santé de la forêt, aux rémanents pour ne pas les nommer par exemple, et de même que M. Druil faisait allusion au fait que les hauts plateaux de l'Ardèche ou de Haute-Loire au XIXe siècle ont été ratissés, on peut s'interroger, semble-t-il, c'est ce que prétendent un certain nombre de connaisseurs du terrain, si je puis dire, d'un éventuel ratissage de tout ce qui peut faire feu, en quelque sorte, faire feu de tout bois d'une certaine manière. Alors effectivement, sur l'aspect ratissage, donc déjà l'ensemble de la forêt française est couverte quasiment par des documents, ce qu'on appelle les documents de gestion durable, donc qui planifient les interventions. Ça nous permet de garantir la pérennité de la source sur des échéances long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur effectivement le fait de mobiliser la totalité de la matière, c'est quasiment impossible sur le terrain techniquement. Dès qu'on fait une coupe, on ne peut pas récolter la totalité de ce qu'on coupe. Il y a toujours des déchets d'exploitation qui restent sur site. Et effectivement, on est dans certaines régions sensibles sur la qualité des sols, sur le fait qu'on va, dans les cahiers des charges d'exploitation, on va mettre en place certaines prescriptions qui vont dire non, vous avez le droit ou pas de récolter les bois en dessous de 7 cm. Et en fonction des opérations, on le fait assez rarement en fait, parce que dans la vie d'un peuplement d'une centaine d'années par exemple, on ne peut le faire qu'au moment de la récolte finale sur des peuplements gérés en fuite régulière, et sur les autres opérations on ne le fait jamais. Donc sur toute la vie du peuplement, la totalité de la matière organique n'est jamais exportée. Merci Monsieur Boitin pour ces premiers éléments. On m'a demandé évidemment, pour compléter l'avis de nos autres intervenants et pour commencer celui de Madame Machefaut, Émilie Machefaut, je recherchais votre prénom. Émilie Machefaut, responsable du service forêt, alimentation et bioéconomie à l'ADEME. Quand on parle des objectifs de PPE, de programmation pluriannuelle de l'énergie, et leurs projections en matière de mobilisation de biomasse, de quel volume parle-t-on exactement? Est-ce que vous avez des données, des chiffres là-dessus, et avec quelles ressources sur le plan plus qualitatif, c'est-à-dire peut-être en termes d'essence ou de caractéristiques? En tout cas, déjà en termes de volume, je pense que c'est un chiffre qui peut nous intéresser. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Alors bonjour à tous. Donc ça a été bien rappelé ce matin, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc pour la biomasse, sont extrêmement ambitieux.
Et donc, je vous avais préparé quelques graphiques qui rappellent justement ces objectifs. Peut-être vous pouvez les projeter. Entre 2017 et 2028, la PPE prévoit une augmentation de la production globale de chaleur d'environ, pour la biomasse, entre 30 et 40%. Donc, le premier point que peut-être on peut rappeler, mais qui a été exposé, je pense, déjà par Monsieur Dril ce matin, c'est que ces objectifs de développement du bois énergie, ils ont été fixés en s'assurant que le taux de prélèvement pour l'ensemble des usages reste en deçà de l'accroissement des forêts. Voilà, les objectifs de mobilisation de la biomasse à des fins énergétiques qui sont fixés dans la PPE s'appuient sur des objectifs de mobilisation supplémentaires qui ont été fixés dans le programme national de la forêt et du bois, donc pour l'ensemble de la biomasse forestière. Et ces objectifs, il faut savoir qu'ils s'appuient sur des études de disponibilité de la ressource forestière. Donc, on peut citer par exemple l'étude IGN FCBA ou encore plus récemment une étude qui a été conduite par l'INRAE, qui a été citée ce matin. Donc, ce que montrent ces études de disponibilité de la ressource, c'est qu'il existe un potentiel de récolte additionnelle important en forêt, tout en maintenant des pratiques de gestion durable, mais que ça va nécessiter des modifications. Toute cette mobilisation, ça va nécessiter des changements dans les modes de gestion de forêt, avec notamment une dynamisation de la sylviculture. Donc, si on revient aux ressources, donc je ne vais pas annoncer de volume prospectif parce que on fait ce type de modélisation, mais voilà, les hypothèses sont ce qu'elles sont. Néanmoins, si on revient aux ressources, comme le montre le graphique, en fait, il faut vraiment distinguer la part qui est liée au chauffage au bois domestique de celle du secteur collectif tertiaire et industrie, parce qu'on n'est pas du tout sur on est sur des problématiques un petit peu différentes. Pour ce qui concerne le chauffage au bois domestique, là, ce sont les histogrammes, les barres oranges. Comme ça a été dit, rappelé par Jean-Louis Ball ce matin, l'objectif, c'est de garder une production de chaleur élevée, donc de l'ordre de 80 TWh par an, et d'augmenter le nombre de logements équipés. Donc l'idée, l'enjeu, là, la dynamique, c'est le renouvellement du parc ancien par des équipements qui sont performants d'un point de vue énergétique et aussi du point de vue de la qualité d'air. Donc, les études ressources qu'on a pu conduire, notamment en 2017, une étude qui s'appelle Marché Approvisionnement, ont montré que les combustibles utilisés pour le chauffage au bois domestique aujourd'hui sont essentiellement des bûches. Donc, ça a été aussi, c'est ce qui est ressorti du quiz fait par Clarisse Fischer tout à l'heure. Voilà, donc à hauteur de 90%, loin devant les granulés et puis les autres types de combustibles qu'on peut trouver. Voilà. Cette consommation de bois bûche, ce qu'on constate dans les tendances, c'est que en fait, on a un changement dans les utilisateurs du chauffage au bois domestique, et donc on voit de plus en plus d'appareils à granulés qui rentrent dans les ménages. Et donc en fait, on va avoir des équipements traditionnels. Voilà, tout à fait. Et donc, on va avoir une tendance à aller plutôt sur une augmentation de la part du granulé. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est une consommation du bois bûche qui va sans doute diminuer, d'une part parce qu'on va avoir une meilleure isolation des logements, on va aussi avoir des équipements qui sont beaucoup plus performants d'un point de vue énergétique, et puis donc le développement du parc du granulé. Si maintenant on s'intéresse à la courbe verte, donc c'est ce qui va concerner le secteur collectif tertiaire et industriel. Donc là, on voit que la production de chaleur à partir de biomasse, elle est extrêmement importante puisqu'on prévoit un doublement des objectifs. Et là, lorsqu'on réalise l'analyse des plans d'approvisionnement des chaufferies bois que l'on accompagne dans le cadre du Fonds Chaleur, ce qu'on constate, c'est qu'on a une ressource qui est variée. Donc, on a en effet une majorité de bois qui provient de la forêt, donc ce sont les plaquettes forestières à hauteur de 50%, mais on a également d'autres types de combustibles qui peuvent être utilisés, donc ça a été mentionné ce matin. Notamment, on peut constater qu'il y a de plus en plus dans les projets industriels de chaufferie bois de la consommation de bois déchets. On a également des sous-produits agricoles et des sous-produits industriels qui peuvent être utilisés. On voit une part de plus importante aussi de connexes de scierie qui aujourd'hui trouvent moins de débouchés dans le secteur de la trituration et donc qui trouvent une valorisation en termes de bois énergie. Et puis,
eh bien, il y a le secteur de la trituration aussi et du papier qui trouve moins de débouchés. Donc, en fait, ce bois peut aussi se retrouver dans les plans d'approvisionnement. Donc, en fait, en termes de projection, ce qui va probablement se passer, c'est la position de l'ADEME depuis très longtemps, hein, depuis qu'on porte avant même le fonds chaleur. C'est de dire qu'il faut cette diversité, il faut maintenir cette diversité des plans d'approvisionnement. Ça a été rappelé par Arnaud Leroy. Le bois énergie doit vraiment s'inscrire en complémentarité des autres usages. Et plus on va avoir aujourd'hui, en fait, la majeure partie de la mobilisation du bois pour l'énergie provient du bois d'œuvre. Voilà. Et donc c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et par ailleurs, il va falloir favoriser l'utilisation d'autres types de gisements pour ces plans d'approvisionnement. Et donc mettre les conditions pour permettre une valorisation plus performante, notamment des sous-produits agricoles et industriels, hein, parce que pour là, il y a un véritable gisement et potentiel. Et puis aussi mettre les conditions pour permettre la valorisation des gisements de bois déchets. Parce que c'est aussi une source très importante pour alimenter nos chaufferies bois dans le futur. Voilà. Merci beaucoup, Émilie Macheveau, pour ces premières indications, ces premiers repères. Merci pour cette diapositive avec quelques enseignements. J'ai vu un niveau constant pour ce qui concerne le bois domestique et une augmentation contrôlée, maîtrisée, si j'ai bien compris, par rapport à l'accroissement naturel des autres usages. Je vous laisse découvrir en passant le dessin d'Éric, qui nous suit toujours avec beaucoup d'attention et qui n'est pas avare de jeux de mots non plus, comme vous pouvez le constater. Merci, Éric, pour ces illustrations. Donc effectivement, on a un certain nombre de repères maintenant qui semblent aller pour nous rassurer. J'entends aussi dans les derniers messages de Madame Macheveau, comme vous y avez fait allusion tout à l'heure, Michel Druil, de la bonne nouvelle que consistent les nouvelles réglementations dans le bâtiment, par exemple, avec l'usage du bois dans le bâtiment qui devrait générer aussi des complémentarités nouvelles, si j'ai bien compris. C'est absolument évident. La RE 2020 va forcément booster l'utilisation de tous les biosourcés, dont forcément le bois, puisque le bois sera utilisé en structure et en aménagement. Et comme l'a dit Émilie tout à l'heure, il est clair que la priorité de la forêt, comme l'a dit Eric aussi, la priorité du forestier, c'est de produire du bois d'œuvre. Mais il n'y a pas que du bois d'œuvre dans l'arbre, ça a été aussi décrit par Clarisse tout à l'heure. Et donc, cette complémentarité des usages, elle est hyper importante. Et il ne faut surtout pas baisser la pression sur le bois énergie, puisqu'autrement, on va avoir des tas d'embêtements en forêt, c'est clair. Merci pour cette précision. Alors évidemment, on va passer à la question essentielle et transversale, comme vient d'essayer d'y répondre Madame Macheveau, c'est cette notion de compatibilité entre les objectifs du développement du bois énergie, les ambitions qui ont été rappelées ce matin, et si oui, à quelles conditions? Et je voudrais demander le point de vue, évidemment, le regard sociétal à travers l'ONG que représente France Nature Environnement, représentée aujourd'hui par Madame Khatib, Sarah Khatib, qui pourra réagir à l'occasion à ce que l'on a entendu jusque-là, mais qui pourra nous dire si vous partagez, Madame Khatib, globalement les observations des acteurs de la filière qui ont été faites jusqu'à présent, ainsi que celles de la recherche en matière de ressources. J'entends bien sûr, puisque c'est notre sujet, c'est le sujet de notre table ronde. J'imagine que vous avez des points de vigilance et vous nous direz peut-être lesquels, mais en première lecture de ce qu'on a entendu, les choses paraissent assez pertinentes, sauf avis contraire. Comment voyez-vous et comment abordez-vous les choses ? Je rappelle évidemment toujours avec ces notions d'impact sur la biodiversité et de bilan carbone de la forêt qui nous intéressent. Oui, bonjour à tous. Si vous m'offrez l'opportunité de revenir sur ce qui vient d'être dit, je voudrais réinsister sur un élément important qui a été évoqué au cours des différentes questions qui ont été posées par les différents intervenants. C'est les effets des changements climatiques sur les forêts et notamment la forêt française. Le contexte d'incertitude dans lequel on se trouve aujourd'hui et dont on voit déjà les effets des changements climatiques avec l'arrivée de parasites et des dépérissements déjà forts, dépérissements, en tout cas effets du changement climatique qu'on attendait à l'horizon 2050, mais qui sont en fait déjà perçus dès à présent. Ces incertitudes, elles pèsent largement sur le rôle des forêts dans l'atténuation au changement climatique. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est bien parce que le bois énergie a été identifié comme contribuant à la transition énergétique et se substituant aux énergies
fossiles. C'est bien dans ce rôle-là d'atténuation que le bois énergie prend toute sa place, même si ça a été rappelé que c'est une énergie qui est utilisée depuis de nombreuses années, depuis toujours même. Depuis toujours, on a parlé de milliers d'années d'ailleurs. Depuis toujours. Tout à fait. Aujourd'hui, la prudence, elle est d'autant plus de mise lorsque l'on voit les effets déjà présents des changements climatiques en forêt. Et d'ailleurs, les dernières études, que ce soit de l'INRAE, l'IGN en 2020, mais aussi, je vais citer une étude de Fern et Canopé, le démontrent. Et elle conclut, pour certaines, qu'il est difficile de savoir et de s'accorder totalement vers une stratégie de gestion à privilégier, c'est-à-dire privilégier le rôle du puits de carbone en forêt, et là est bien la question, ou la hausse de l'utilisation du bois. Alors certaines études vont plus dans un sens que dans d'autres, et certaines même concluent qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur quel levier il faudra insister. Alors bien sûr, la réponse, elle sera tout en nuances, on l'imagine bien, mais il y a vraiment un climat d'incertitude dans lequel on est et qu'il faut prendre en compte dès à présent. Et d'ailleurs, l'ADEME a sorti une publication sur le carbone en forêt et le rôle de la forêt dans l'atténuation au changement climatique qui est très bien faite sur ça et qui rappelle ces éléments. Je peux continuer, sinon je vous laisse. Non, bon, je vous remercie. Je vais juste demander, dans quelques minutes, pour information, d'ici très peu de temps, je vais me tourner vers nos participants, celles et ceux qui nous écoutent, qui ont certainement des questions à votre intention également. Je ne voudrais pas monopoliser le temps des questions, le temps qui nous est imparti pour ce faire, mais peut-être un petit éclairage de la part de M. Boitin. Est-ce que vous partagez ce regard, ce point de vigilance qui est proposé par FNE, alors basé sur des études qui sont discutées par les uns et les autres, bien évidemment, mais il est vrai que quand on s'attend à une évolution climatique donnée et qu'on se trouve face à des événements brutaux, comme par exemple le scolyte qui a été évoqué ce matin, qui complique considérablement la filière de l'épicéa, par exemple, qui perturbe beaucoup plus vite que prévu, est-ce que ce n'est pas effectivement un enseignement à prendre en compte pour la prospective ? Tout à fait. Alors, effectivement, il y a deux choses. La première chose, c'est nous, en tant que forestiers, on est confrontés tous les jours au changement climatique, et c'est vrai que le rythme avec lequel ça s'accélère nous induit forcément des remises en question et des remises en cause sur notre système de gestion, qui est en perpétuel mouvement. Et on vous demande de travailler avec beaucoup d'inconnus, de plus en plus. Exactement. Alors là-dessus, je crois que ça a été rappelé, les forestiers aussi devront savoir rester humbles aujourd'hui sur le fait qu'on ne sait pas la solution qui va marcher. Donc on a parlé du droit à l'échec tout à l'heure, c'est effectivement ça. Par contre, il faut forcément, on a le droit à l'échec, mais on a un devoir de faire quelque chose, et c'est vrai qu'on s'en voudrait et on n'a pas le droit de ne rien faire. Donc il faut absolument qu'on accélère sur les phases de recherche d'essence, à la fois de nouvelles essences, mais aussi, tout à l'heure M. Drill disait qu'on n'utilise que 10 essences parmi nos 130 essences présentes naturellement dans notre forêt. Donc il y a aussi, je pense, travailler avec l'industrie, peut-être pour valoriser des essences qui sont peut-être plus adaptées au changement climatique et qui sont déjà présentes sur notre territoire. Je pense notamment à la forêt méditerranéenne qui a fait toute une étude sur la valorisation du pin d'Alep dans la construction notamment, donc sur des essences aussi qui sont présentes déjà, d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans nos pays européens, et ça je pense que Nathalie est sur la partie INRAE, travaille en collaboration avec des chercheurs à l'échelle européenne pour nous aider, nous forestiers, à trouver les essences qui répondront le mieux à ce qu'on s'attend en termes de changement climatique. Mais c'est vrai que clairement aujourd'hui on est conscient que ça va aller très vite et qu'on se doit de réagir également aussi très très vite pour accompagner ce changement et faire en sorte que cette forêt se porte bien. Et cette nécessité de donner un petit coup de pouce artificiellement à la migration naturelle, vous partagez ce qu'a recommandé M. Drill tout à l'heure ? Encore une fois, ça fait partie du faisceau des solutions, et aujourd'hui on ne peut pas exclure une solution, une piste par rapport à une autre, donc il faut qu'on la privilégie également. Toutes les portes sont ouvertes par rapport à ça. Exactement. Merci pour cette précision. Madame Korboulevski, juste avant de nous tourner vers les questions, et si Madame Katil veut réagir de nouveau, mais j'imagine qu'elle aura encore l'occasion de le faire, peut-être un petit mot là-dessus, en termes justement de prospective scientifique. Toutes les portes sont ouvertes, on l'a bien compris, c'est un faisceau de solutions qui s'offre à nous, mais y a-t-il des priorités à connaître ? C'est quelque chose de très complexe, avec un grand nombre d'incertitudes qui existent. Il faut prendre en compte l'aspect écologique, biologique, l'aspect du changement climatique, donc local, global, l'aspect économique, social. C'est des modèles qu'on doit compiler ensemble pour avoir une vision à long terme. Donc c'est très complexe.
avec des hypothèses de départ et des incertitudes qui font que parfois le résultat est différent. Il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle. Il n'y a pas une solution non plus généralisable sur tout le territoire. On a un panel de possibilités qu'il faut toutes investiguer et qui seront mises en éclairage ou pas selon la réalité de terrain, selon la cohérence pédoclimatique, donc sol, climat, selon les changements qui vont avoir lieu, selon l'organisation de la filière qui aura lieu. Il faut utiliser un panel de solutions et faire ces recherches-là en parallèle pour ensuite adapter localement telle et telle solution. Merci Madame Korbolewski. Sans abuser d'un mot qui est parfois un peu galvaudé aujourd'hui, on entend cette nécessité d'une grande agilité en quelque sorte. Il va falloir réagir très vite, au coup par coup, au fil de l'eau, si je puis dire. Est-ce que vous partagez cette vision, Madame Khatib? Est-ce que vous partagez l'idée qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part des acteurs de la filière pour cette nécessaire agilité, pour cette nécessaire adaptation rapide selon les circonstances et les spécificités locales? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience et les travaux menés sur la feuille de route d'adaptation au changement climatique ont montré qu'il y avait moyen de mettre l'ensemble des acteurs de la filière bois autour de la table et d'établir des objectifs qui permettaient de concilier ces effets du changement climatique. Et puisque vous me redonnez la parole, je voudrais revenir également sur un élément important qui est cette question de neutralité du carbone, neutralité carbone du bois énergie. On sait que le temps de retour du carbone par rapport à la phase d'émission, il est long. 1 kilo de carbone brûlé, peu importe d'où il vient, augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ça c'est une réalité, hein. Même si des forêts sont replantées, ce CO2 ne sera absorbé que des décennies plus tard, puisqu'on est dans un temps long, comme nous le rappelait Madame Korbolewski lorsqu'on parle de forêt. Et une fois que ces arbres ont repoussé pour restocker ce carbone, lorsqu'on regarde les objectifs affichés, que ce soit au niveau de l'Union européenne à l'horizon 2050 ou même en France, en fait, la contribution du bois énergie aux objectifs d'atténuation au changement climatique, à l'horizon de temps qui est proposé, elle est finalement extrêmement compliquée à atteindre. Le temps presse. Et en plus, à cela s'ajoute le fait que plus la part des énergies décarbonées augmente, plus le bilan carbone du bois énergie il est mauvais, puisqu'il est calculé par rapport à des coefficients de substitution calculés en fonction des émissions fossiles évitées. Donc moins il y a d'émissions fossiles, donc plus le décarboné augmente dans le mix énergétique et plus le bilan du bois énergie et la contribution à une énergie décarbonée diminue. Et ça, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Merci pour cet autre point de vigilance. En tout cas, c'est votre point de vue, nous l'entendons, hein. Vous avez été invité à cette tribune justement pour permettre de faire avancer le débat et de participer, de contribuer à cette prise de conscience qu'ont exprimé les acteurs eux-mêmes de cette filière. Et nous vous avons entendu. Alors, sans plus attendre, et comme promis, je me tourne vers Clarisse Fischer, comme je vous l'avais annoncé en introduction de cette journée, pour Clarisse Fischer, qui sera la porte-parole des participants qui nous suivent depuis ce matin, les participantes et participants qui ont pu poser des questions sur le chat au fil de nos échanges et de nos débats. Et je vais donc vous proposer, Clarisse, de nous, si ce n'est en restituer la totalité, bien sûr, nous faire part de celles que vous avez trouvées les plus récurrentes et les plus en phase ou en complémentarité de notre échange. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, lors d'inscription, c'était plus de 220 questions qu'on avait reçues déjà. Donc, on a essayé d'être le plus objectif possible par rapport à cette sélection. Donc, tout de suite, une question pour Madame Acheveau en lien avec ce que vient de dire Madame Khatib. Justement, des questions par rapport aux facteurs d'émission qui évoluent au sein de la base de données ADEME. Et puis, quelques questions aussi sur des résultats d'ACV. Est-ce qu'au niveau de l'ADEME, vous avez quelques éléments de répondre sur ces interrogations, sur l'évolution des facteurs d'émission et puis les résultats d'ACV.
Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc en effet, l'ADEME a conduit avec tous les acteurs, hein, parce que dans la stratégie de l'ADEME, on s'inscrit toujours dans un travail partenarial. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, notamment le CIP, qui ont participé donc à l'analyse de cycle de vie qu'on a réalisée en 2018. Donc, cette analyse de cycle de vie, elle comporte deux parties. Une première partie qui est plus traditionnelle, où on évalue quels sont les impacts environnementaux prépondérants pour le bois énergie, et une deuxième partie qui re-questionne finalement la question de l'hypothèse de neutralité carbone, notamment dans un contexte où on va augmenter les prélèvements de bois. Donc les résultats de cette analyse de cycle de vie, la revue critique vient d'être finalisée, puisque ça a été publié, c'est depuis hier, et donc il devrait être disponible d'ici l'été. Donc en ce qui concerne plus spécifiquement la question des facteurs d'émission, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est à relier à la question de la neutralité carbone, c'est que dans les facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des combustibles bois qui sont intégrés dans les bases de données publiques aujourd'hui, comme la base carbone de l'ADEME, on a pris l'hypothèse que les émissions de CO2 issues de la combustion du bois sont équivalentes au flux capté lors de la croissance des arbres. Voilà. Donc ce bilan global neutre, il est considéré valable en France comme dans tous les pays où le prélèvement du bois reste en deçà de l'accroissement forestier. Ce que questionne la CV, c'est que quand on va se placer dans un contexte d'augmentation des prélèvements, eh bien en fait, cette hypothèse de neutralité carbone, elle n'est plus suffisante. Et il n'y a pas simplement la CV de l'ADEME, hein, c'est le résultat de nombreux travaux scientifiques qui ont été conduits depuis plusieurs années. Donc cette hypothèse de neutralité carbone, elle n'est plus tout à fait suffisante pour évaluer l'impact carbone des émissions de combustion du bois dans les forêts l'impact carbone des émissions de combustion du bois issues d'une hausse importante de la récolte dans les forêts existantes. Alors, par rapport à la mise à jour des facteurs d'émission de la base carbone, il y a certains facteurs d'émission qui vont être mis à jour et qui sont soumis, puisqu'il y a un comité de validation de la base carbone, donc le COGO, qui vont être mis à jour au regard de la mise à jour de l'analyse de cycle de vie qui vient d'être conduite. Voilà. Donc ça a été soumis, et ce comité de gouvernance, il est constitué d'un certain nombre de représentants de l'État, de différentes parties prenantes. Néanmoins, on n'a pas intégré les résultats du lot 2 dans la nouvelle, pour l'instant, dans la base carbone. Donc, par rapport à la question de l'internaute visant à savoir si on a fait évoluer nos facteurs d'émission en remettant en cause la question de la neutralité carbone, c'est un petit peu trop tôt pour le faire, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui sont encore à discuter avec les différents partenaires. Merci beaucoup. Mini Machevaux. Oui, je vous laisse continuer, Clarisse. Autre question ? Oui, autre question, donc peut-être Éric Boitin ou Michel Druil, alors vous en doutez, beaucoup de questions concernant les coupes rases, les ou dites blanches. Qu'en est-il aujourd'hui sur l'usage des coupes ? Ça fait partie de ce qu'on peut appeler les questions récurrentes. Hein. C'est des questions qu'on entend déjà depuis un certain temps. Michel Druil, vous voulez commencer ? Oh, mais Éric va commencer, je compléterai. Les coupes rases, effectivement, aujourd'hui, font un acte de gestion qui fait partie du mode de gestion, ce qu'on appelle en futée régulière. C'est vrai que ces temps-ci, on voit une augmentation un petit peu de la sensibilité, notamment des questions sociétales par rapport à cette opération de gestion. Il y a deux éléments, je pense même trois, qui me semblent importants. Le premier, c'est que ça témoigne de l'historique aussi de nos peuplements forestiers qui ont été résineux, notamment, qui ont été plantés tous à une même période et donc qui arrivent plutôt en phase de maturité en ce moment. Deuxième sujet, malheureusement, le changement climatique nous contraint dans beaucoup de cas aujourd'hui à pratiquer des coupes de récolte totales compte tenu de dépérissement, soit aux sécheresses, soit aux scolites des peuplements résineux dans des massifs un peu phares comme le Morvan, le Nord-Est ou le massif du Limousin. Et puis le troisième point, je dirais, c'est que en tant que forestier, nous, la coupe rase, c'est pas un objectif en soi. Ce qui compte, c'est la pérennité de l'écosystème forestier. Et donc c'est vrai qu'on travaille de plus en plus au développement de systèmes, soit de régénération par bouquet, comme ce que fait un peu aussi au sein des forêts publiques l'ONF. On essaye de travailler sur des régénérations naturelles, sur de la régénération acquise, donc pour perturber au minimum en fait dans les phases de coupe les peuplements forestiers. Mais ça, ce soit pour les éclaircies ou pour les coupes rases, c'est un peu
la même stratégie qu'on essaie de Juste mettre en une œuvre. petite précision là-dessus. Quelles sont les essences qui sont appelées à remplacer ces populations de Douglas, d'Épicéa qu'est-ce qui est appelé à être repeuplé? Alors, une coupe rase suite à une problématique climatique, on l'a dit tout à l'heure, il y a un faisceau de solutions, donc on va travailler sur une multitude d'essences. Aujourd'hui, de plus en plus, de toute façon, nos systèmes de reboisement ne sont pas du tout faits à l'identique comme ceux qui ont été faits d'après-guerre, il y a une soixantaine d'années. 70 ans, oui. On privilégie un mélange d'essences pied à pied, un équilibre entre les feuillus et les résineux au sein des parcelles, justement pour limiter ces effets de changement climatique, parce qu'on sait que les peuplements sont plus résilients. Et donc, plus on va créer de peuplements résilients, moins on va être obligé de façonner une récolte but en blanc comme ça. Merci Éric Boitin. Michel Druil, un mot là-dessus? Le problème de la coupe rase, mot que je déteste employer parce que je parle toujours moi de coupe avant replantation ou coupe d'ensemencement, de régénération. C'est la façon dont c'est perçu, parce que c'est très visuel, évidemment. Absolument. Voilà. C'est le problème, c'est le procès, en gros, de la futée régulière. Donc, sachez que je vais régulièrement en forêt de Bercé à cause de Notre-Dame de Paris en ce moment. Et si nous n'avions pas les futées régulières de chêne, puisqu'il n'y a pas que les Douglas, les épicéas, il y a le hêtre, il y a le chêne. Si on n'avait pas ces futées régulières, bien évidemment, aujourd'hui, on n'aurait pas les arbres pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Donc, à mon avis, c'est relativement un faux procès. Et comme d'habitude, dans les sujets qui animent la société aujourd'hui, la seule notion que les gens ne regardent pas, c'est l'histoire. Et j'aime bien revenir à l'histoire. Alors, je vous rassure, je ne vais pas remonter 15 000 ans en arrière. Mais par contre, il faut que vous sachiez que rien que dans les années 1990, au début des années 1990, on plantait en France, hors pin maritime, 110 millions de plants. C'est-à-dire que globalement, on replantait entre 80 et 100 000 hectares. Aujourd'hui, hors pin maritime, on était à 25 millions il y a 3 ans. On est remonté un peu aujourd'hui, c'est vrai. Donc, globalement, on est autour de 20 000 hectares. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène des coupes rases, plus il devient un problème sociétal, et moins il est réel dans la réalité du terrain. C'est ça qui est grave. Et quand on a une forêt qui arrive à maturité, évidemment, on doit la récolter. Et la récolter sans avoir l'idée, comme vient de le dire Éric, d'avoir un projet derrière sylvicole, c'est évidemment une aberration. Mais le rôle des forestiers, c'est justement de prévoir, au moment où ils vont faire la coupe, à travers les plans de gestion, les aménagements pour la forêt publique, eh bien, c'est de prévoir justement ce qui va arriver après. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, et c'est là où l'histoire s'accélère, c'est que savoir ce qu'on va faire à la place est devenu beaucoup plus compliqué qu'il y a encore 10-15 ans. C'est ça la difficulté. La difficulté, elle n'est que là. Mais il faut trouver des solutions. Voilà. Et je suis ravi de voir ce matin que personne n'a de certitude, mais tout le monde cherche. C'est bien. Merci Michel Druil. Voilà un petit clin d'œil d'Éric en passant, Éric Grelet. Le climat est très stable. C'est un climat d'incertitude, c'est sûr. Voilà, ça c'est la démonstration par l'image. Merci Éric. Clarisse, encore une ou deux questions peut-être avant de nous quitter? Encore une question, il y a beaucoup de remarques ou de questions concernant les autres combustibles, enfin les autres types de ressources hors forêt. J'ai des remarques par rapport au bocage, par rapport aux ressources agricoles, aux résidus agricoles et aux déchets, aux bois de fin de vie et des volumes importants qui sont exportés. Et donc j'aurais voulu poser la question à Madame Khatib. Justement, on a beaucoup parlé justement du développement du bois énergie en lien avec la forêt. Et donc, je voudrais savoir la position et les échanges, enfin, leur point de vue par rapport à l'usage de ces bois résiduels. Madame Khatib ? Oui, déjà, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que c'est un sujet vaste et on a envie d'en dire plus, et j'ai pas pu intervenir sur la question des coupes rases juste avant, mais effectivement, c'est un phénomène sociétal. Je répondrai à votre question après. Mais donc, c'est un phénomène sociétal. Ou plutôt c'est tout simplement une pratique qui aujourd'hui est de plus en plus décriée par la société parce qu'effectivement ça provoque un changement brutal dans le paysage, mais pas que, c'est une pratique qui est largement délétère et la science nous le dit, sur la biodiversité, puisqu'il s'agit à un moment donné dans le cycle de production d'enlever tous les arbres présents sur une même parcelle.
Donc déjà, c'est un premier Est-ce que point. vous avez, pardonnez-moi, c'est juste pour animer le débat, hein, est-ce que vous entendez le message des professionnels qui disent que ça concerne surtout, comme on l'a compris, des populations d'arbres qui ont été plantés tous à une même période, selon un même mode, dans lesquels d'ailleurs il n'y a pas forcément une biodiversité extraordinaire. Est-ce que vous entendez ce message? C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être de transitoire? Alors, j'entends ce message et c'est bien ces pratiques-là que nous, on remet en question. C'est ce qu'on va appeler les plantations industrielles qui s'éloignent largement d'une forêt, où on va avoir cette logique de coupe-plantation. Et là, on ne parle pas des coupes de régénération qui arrivent à la fin d'un cycle de vie d'une forêt, mais bien de cette logique de plantation où on va couper à répétition, en plus à l'échelle de temps relativement courte, et finalement la biodiversité dans ces milieux-là est extrêmement affectée si elle n'est quasi inexistante. Alors je vous laisse c'était pour la première fois. Oui, merci. Je vous laisse répondre pour terminer à la question de Clarisse Fischer. Oui. Donc, si j'ai bien compris, la question, elle concernait les résidus et notamment les menus bois. Alors non, non, les bocages. Elle parlait des usages du bois de type bocage ou des connexes agricoles, etc. Et des bois déchets. Et des bois déchets. Complètement. Je n'ai pas pu l'évoquer tout à l'heure, mais ça faisait partie de nos points d'attention liés au bois énergie à France Nature Environnement. Et ça, c'est un message qu'on véhicule depuis extrêmement longtemps. C'est cette question de hiérarchie des usages et également hiérarchie des déchets. Hein. L'idée, c'est bien et ça, je pense que là, on s'accorde tous, ça a été répété maintes fois, mais maintenant, le fait est qu'il faut que ça soit appliqué sur le terrain, que le bois énergie soit un coproduit du bois d'œuvre. Et donc, s'il faut aussi aller chercher du bois énergie hors forêt, pourquoi pas, et privilégions dans tous les cas l'utilisation du bois en fin de cycle de vie ou en recyclage de produits connexes des scieries, effectivement. Ce sont des sources d'approvisionnement qui sont à privilégier en premier lieu pour éviter d'augmenter encore la pression sur des forêts qui peuvent fournir largement du bois d'œuvre, puis du bois énergie, et puis bien sûr le bois industrie entre deux, et le bois énergie en dernier lieu, puisque son impact carbone est moindre. Merci Sarah Khatib pour cette réponse. Eric contribue à la conclusion de cette table ronde. Le bois énergie se recycle et peut avoir 4 à 5 vies, pas mal. Moi, j'en ai 7, j'ai 7 vies. C'est tout ce que nous souhaitons également, puisque vous avez effectivement insisté là-dessus, Michel Druil, sur l'intérêt de développer le multi-usage avant utilisation ultime sous forme de bois énergie. On a bien compris que ce serait l'un des leviers à l'avenir aussi dont il faudra tenir compte. Ça fait partie de cette évolution peut-être des perspectives et des idées, des solutions nouvelles qui ont été évoquées par la profession depuis quelques années. C'est l'occasion d'en faire le point aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous en remercie, Michel Druil, Éric Boitin, mesdames Macheveau, Korbulewski et Khatib. Merci à vous également pour votre présence, certes à distance, mais vous étiez très proche de nous. Merci d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Merci Clarisse Fischer pour ces questions et merci à vous, les participantes et participants qui nous suivaient à distance depuis ce matin et qui avez contribué ainsi aussi au débat à travers vos questions. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Comme vous le savez, votre programme vous le confirmera. Nous reprendrons à 14h précise pour parler cet après-midi de bois énergie dans les territoires. Nous parlerons de qualité de l'air, nous parlerons de bois énergie pour l'industrie. Avant de conclure cette journée qui se terminera à 16h30 précise. Et nous respecterons cet horaire comme nous l'avons fait ce matin. Et j'espère que vous aurez apprécié la discipline de nos intervenants pour pouvoir aller en ce sens. Merci à vous encore. Merci à vous, participantes et participants qui nous écoutez, qui nous regardez. Et à tout à l'heure, à 14h, pour la suite de cette deuxième édition de la journée Bois Énergie. Merci beaucoup. Merci.